Officiellement, parce que les funérailles de Lindsey Graham approchent. 2 réunions doivent avoir lieu aujourd'hui à la Maison-Blanche, à des moments différents, entre Volodymyr Zelensky et le président Trump, puis entre Benjamin Netanyahu et le président Trump. À première vue, ces 2 événements semblent distincts. Mais on peut se demander s'il n'existe pas, en réalité, des liens entre eux. Et je pense que si vous creusez un peu, vous constaterez qu'il y a des similitudes troublantes entre les deux. Nous allons aborder ces sujets séparément et examiner les deux, parce que le président Trump fait des commentaires à la fois sur la guerre en Iran et sur certains éléments de la guerre entre la Russie et l'Ukraine dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Et vous devez entendre les deux. Pour nous aider à comprendre tout cela et à voir comment ces choses s'articulent, nous recevons de nouveau aujourd'hui le colonel Douglas Macgregor, analyste en matière de défense et de politique étrangère, ancien conseiller du secrétaire à la Défense et vétéran de combat très décoré. Doug, comme toujours, bienvenue à nouveau dans l'émission. Eh bien, je pense qu'on peut essayer d'expliquer certaines choses. Mais si vous voulez qu'on soit cohérent, oubliez. D'accord, très bien. C'est une précision juste. Et je pense que certains de ces commentaires vont justement montrer à quel point vous avez raison sur certains de ces points. Le président Trump est passé ce matin sur Fox and Friends. Il a en quelque sorte fait le point sur sa chaîne préférée sur la situation actuelle. D'abord, parlons de la guerre en Iran. Il s'avère qu'en fait, nous sommes plutôt en bonne position. Et commençons par l'aspect financier le plus important. Le détroit d'Ormuz, avec tous les produits pétroliers et gaziers qui y sont liés. Bonne nouvelle, Doug, nous contrôlons la situation. L'Iran ne contrôle pas le détroit. Nous contrôlons l'histoire. Monsieur le Président, est-il exact qu'en ce moment, aucun navire marchand ne passe, peut-être 3 ou 4 par jour, alors qu'il en faudrait environ 100? Les seuls qui passent sont ceux que nous voulons laisser passer. Ce sont les seuls navires qui passent, Brian. Notre blocus est si puissant que personne ne peut passer. Personne ne peut passer. Alors, Brian Kilmeade a fait quelque chose de rare. Il a vraiment essayé de répliquer un peu. Et il s'avère qu'il avait bien plus raison qu'on ne le pense. Quand Trump dit que nous contrôlons le détroit d'Ormuz et que la situation est bonne, ça date de ces derniers jours. C'est important, pas seulement en termes de chiffres, mais aussi par rapport à l'endroit où les navires passent. Nous avons reçu des informations de Kepler et de plusieurs autres sources. Moins de 10 navires ont traversé les détroits depuis dimanche. Le 25, seuls 3 navires étaient passés jusqu'au 25 juillet. Et pendant les 3 jours, du 22 au 24 juillet, il y avait 3 navires par jour. Mais voici le point important. Le corridor sud, celui que les États-Unis ont mis en place en dehors du protocole d'accord, qui n'y était pas inclus. Selon les analystes de Windward et Kepler, le transport maritime commercial sur la route du Sud, malgré l'escorte de l'armée américaine, s'est pratiquement arrêté. Dans le corridor nord, une poignée de navires continue de naviguer dans les détroits, en empruntant, pour la plupart, les voies maritimes iraniennes. Donc, même de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose qui sort. Mais le président Trump a dit que de notre côté, c'est comme un blocus. Certaines choses sortent de là-bas, mais rien ne sort de notre côté. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je ne sais pas trop quoi en penser, si ce n'est que le président Trump n'a pas pour habitude, en ce moment, de dire la vérité aux gens sur les événements au Moyen-Orient ou ailleurs. N'oubliez pas, c'est le vendeur par excellence. Donc tout ce à quoi il est associé est un succès phénoménal. Tout ce dont il parle est toujours une main gagnante, et ainsi de suite. Le problème, c'est que le reste du monde connaît la vérité. Nous ne contrôlons pas le détroit d'Ormuz. C'est l'Iran qui contrôle le détroit d'Ormuz.
Et pour lui, c'est très difficile à admettre parce que cela signifie que nous avons perdu notre contrôle et notre influence sur l'ensemble énergétique mondial. Par définition, nous ne contrôlons tout simplement plus la situation. Et si vous regardez ce que j'en suis sûr vous allez évoquer dans quelques instants, les destructions infligées aux Saoudiens et à d'autres pays du Golfe concernant les infrastructures pétrolières et le raffinage, il devient très clair que l'Iran exerce un contrôle total. Et nous sommes malheureusement dans une situation où nous ne pouvons rien y faire. Je comprends donc qu'ils ne veuillent pas l'admettre, mais malheureusement, c'est la vérité. Et cela mène à la question de ce qui sera ouvertement discuté lors de cette réunion à Washington avec Netanyahou. Avant même d'aborder ça, je veux revenir sur un point que vous venez de mentionner. Ça renvoie à quelque chose dont nous avons déjà parlé, mais il y a une nouvelle manifestation de ce phénomène. Le prix du pétrole a fortement baissé depuis la reprise des échanges lundi matin. C'est étrange, parce que les informations publiées aujourd'hui, vous avez mentionné l'Arabie Saoudite, indiquent qu'ils ont reconnu que les dégâts causés par des missiles Houthis sur Yanbu et plusieurs autres centres de retraitement du pétrole avaient mis hors service, au moins temporairement, environ 4 millions de barils par jour. Et pourtant, le prix du pétrole a baissé. En temps normal, cela aurait provoqué une flambée des prix, parce que cela signifie qu'une plus grande quantité de pétrole ne pourra pas être expédiée. Que le détroit de Bab el-Mandeb soit ouvert ou fermé, si vous ne pouvez pas le raffiner, vous ne pouvez rien faire sortir. Que pensez-vous de ces deux indicateurs contradictoires? Eh bien, on a aussi vu une autre opération de vente à découvert sur le pétrole. Des amis de Trump à Wall Street, et beaucoup de ces gens font partie du cercle plus large des milliardaires sionistes, ont tous gagné beaucoup d'argent grâce à sa capacité à manipuler le marché. Je pense qu'on arrive au bout de cela. Ça va s'arrêter. Et ça va s'arrêter très brutalement, très mal. Mais pour l'instant, ils sont prêts à jouer le jeu en partant du principe que, d'une manière ou d'une autre, nous allons gagner, que nous allons repartir victorieux. Parce que si vous allez à Wall Street et que vous parlez aux gens qui y travaillent, ils disent « Oh, vous savez, gérer les opérations directes. Les opérations directes, c'est le travail de la marine et des marines. Tout ça va s'arranger. » Il n'y a aucune preuve de cela. Mais c'est ce qu'ils croient. C'est ce qu'ils croient, parce que c'est ce que Washington leur dit. Et ce sont des traders, des gens qui négocient des matières premières et gagnent beaucoup d'argent. Ce ne sont pas des gens qui ont porté un casque de chantier sur une plateforme de forage. Ce ne sont pas des gens qui ont déjà vu les champs pétrolifères de près dans le golfe Persique ou ailleurs. C'est un problème courant à New York. Les gens sont assis derrière un bureau. Ils sont à Wall Street. Ils regardent des données et des statistiques. Ces choses-là se manipulent facilement, mais ça ne va pas durer encore très longtemps. Et je pense que c'est le vrai message. Vous savez, rien ne quitte le Golfe si l'Iran ne veut pas que cela sorte. Et quand on regarde le pétrole qui en sort, il est iranien et il est destiné en grande partie à la Chine. C'est exactement ça. Et pour être encore plus précis, c'est même plus bas que ce que je pensais. Voici le cours actuel en direct. 78,60 $, encore en baisse de 3,95 $, soit 4,7%. Et vous voyez enfin, c'est après que l'Arabie Saoudite a annoncé aujourd'hui que tous ces millions de barils étaient hors ligne, le temps qu'ils tentent de réparer tout ça. Et ça ne devrait tout simplement jamais arriver ici. Ça semble clairement impliquer que quelqu'un tire des ficelles sur le plan financier, parce que sinon, ça n'a absolument aucun sens. Eh bien, il y a deux autres mythes qu'il faut faire exploser. Le premier, c'est que ce serait le vrai prix. Le pétrole qui arrive par un navire accostant à pleine cargaison
coûte 140 $ le baril, c'est ça? Ça, c'est le prix sur le papier. C'est la perception de Wall Street. Voilà pour le premier point. Deuxièmement, aucun nouvel oléoduc n'est en cours d'installation, aucune nouvelle infrastructure pétrolière. Les gens disent « Oh, on est déjà en train de trouver des moyens de contourner tout ça, et de nouveaux pipelines poussent partout. » Non, c'est pas le cas. Personne n'investit dans la région. Personne n'y mettra un centime tant que la guerre ne sera pas terminée. Allez, réveillez-vous un peu. À quoi bon essayer d'installer un oléoduc parallèle où que ce soit, quand on sait que les Iraniens le découvriront et pourront le détruire en quelques secondes? À quoi bon? Donc il ne se passe absolument rien de positif. Alors, quand la réalité va vraiment frapper les esprits, et ça va arriver dans un avenir proche, imaginez le choc quand le baril sera à 150 $ ou davantage. Parce que si vous écoutez Jeff Curry et d'autres personnes qui connaissent bien le sujet, Pilkington en est un autre, ces gens-là sont dans le pétrole et le trading depuis toujours. Ils savent ce qui se passe. Ils savent vers quoi on se dirige. Ce n'est pas ce que montre ce graphique en ce moment. Oui, et je me demande si vous pourriez... J'aimerais revenir sur la piste que vous venez d'évoquer, parce que la semaine dernière, nous avons montré dans l'une de nos émissions que Jess Waters se vantait que le président Trump avait obtenu du premier ministre irakien tous ses investissements américains dans les infrastructures pétrolières en Irak. Ils allaient construire un oléoduc qui contournerait le détroit d'Ormuz. Il y aurait aussi d'autres oléoducs, et donc nous allions supprimer tout effet de levier. Mais je me demande si vous pourriez en parler d'un point de vue militaire, compte tenu des capacités que nous savons que l'Iran possède, avec tous ces missiles à courte, moyenne et longue portée dispersés dans le pays. Même si vous construisez des oléoducs, à moins qu'ils ne soient entièrement souterrains et qu'il n'y ait rien en surface, il me semble que les raffineries, elles, ne vont nulle part. Et qu'il s'agisse d'un oléoduc ou d'un navire, on peut toujours détruire tout cela avec la même facilité. N'est-ce pas exact? Oh non, c'est vrai. Mais arrêtons-nous une seconde sur cette affirmation. On parle de l'Irak, là, n'est-ce pas? L'Irak est l'allié de l'Iran. Réveillez-vous, gouvernement irakien. Combien de fois le Parlement irakien a-t-il voté pour nous faire quitter l'Irak? Combien de fois nous a-t-on demandé de partir et d'emmener nos forces avec nous? Vous savez, les milices irakiennes dont nous parlons tout le temps, celles qui nous ont attaqués, nous et d'autres, à plusieurs reprises, elles sont toutes prêtes à marcher sur le Koweït et à en prendre le contrôle. De quoi pense-t-il parler? Je veux dire, c'est complètement et totalement absurde. Les Irakiens ne vont rien faire, d'aucune manière, sous aucune forme qui puisse nuire à l'Iran. À ce stade, l'Iran est leur allié éternel. Alors je ne sais pas de quoi ils parlent. Vous savez, tout le monde à Washington vit dans une bulle, et je pense que tout le monde fume du crack. Ça n'a aucun sens. Eh bien, j'imagine que ça se tient sur le plan financier, parce que vous pouvez conclure un accord toute la journée, si vous le voulez. Et si cela profite à l'Irak, très bien. Mais ça ne changera pas les dynamiques internes dont vous parliez, celles que nous avons instaurées en renversant Saddam Hussein, il y a toutes ces années, avec la guerre de 2003. Mais je m'égare. Restons-en à ce que nous avons ici, parce que ces problèmes sont à l'œuvre en ce moment même. Le détroit d'Ormuz est sous le contrôle du camp iranien, et nous n'avons rien pu faire pour l'empêcher. Ni les 40 jours, ni le blocus, ni le protocole d'accord, ni ensuite ces 13 jours. Je ne sais pas, tenter une mini-offensive comme on l'a fait. Ça non plus, ça n'a rien changé. Maintenant, ça fait quoi? 3 ou 4 jours qu'on ne frappe plus, et je pense qu'on essaye de déterminer quoi faire. Eh bien, une chose que beaucoup de gens veulent faire, c'est revenir et finir le travail. Toutes sortes de gens disent ça et supplient Trump. J'en ai montré un ce week-end,
Sid Rosenberg sur Fox News, qui suppliait littéralement Trump d'y aller à fond, y compris avec une force terrestre, d'envahir le pays. Ça me choque qu'on puisse dire ça. Eh bien, le président Trump a évoqué cette possibilité ce matin. President Trump this morning addressed that possibility. Je peux détruire les centrales électriques en une journée. Toutes leurs centrales électriques disparaîtraient. Et je le leur ai fait savoir. Vous savez, dans les négociations, ils ont dit, écoutez, les gens veulent que je le fasse. Je pense que j'en retire presque le même résultat que si je le faisais. Mais le problème, c'est qu'ils ne pourront jamais. Vous savez, je pense à environ 91 millions de personnes sans électricité, sans pont, sans vie. Et c'est un équilibre très très délicat. Oui, donc je pense que nous sommes en position de force en ce moment. Ils savent que je vais le faire s'ils ne concluent pas d'accord. Les ponts auront disparu. Je dirais qu'en 2 heures, la plupart des ponts, les grands ponts, auront tous disparu, et les centrales électriques en une journée. Vous savez, si je peux éviter de faire ça, j'aimerais l'éviter. Oui, il le pourrait. Je veux dire, nous avons les moyens, nous avons les missiles et tout le reste pour le faire. Mais les Iraniens ont déjà dit que ce serait œil pour œil. Si vous faites ça, nous frapperons aussi toutes les infrastructures là-bas. Vous pensez que le président Trump n'en est pas conscient, qu'il n'y croit pas? Ou bien tout cela n'est que posture, et il ne va pas le faire? C'est l'homme qui disait, vous savez, cette guerre sera peut-être terminée en 3 ou 4 jours. Le régime iranien pourrait tout simplement s'effondrer rapidement. Et si ce n'est pas le cas, de quoi parle-t-on? De 2 semaines, 3 semaines? Ils ne peuvent pas nous tenir tête. Vous savez, je vais faire disparaître une civilisation du jour au lendemain. Enfin, voyons. Pourquoi écouter quoi que ce soit de ce que dit cet homme? C'est vrai. Cet homme va faire ce que Netanyahou veut qu'il fasse. Soyons francs, c'est là que nous allons. Que veut Netanyahou? Il veut que la guerre continue. Zelensky est inséparable de Netanyahou. Ils font partie de la même cabale. Que veut Zelensky? Il veut que la guerre continue. Pour qu'elle continue, il a besoin de plus de missiles, de plus de drones qu'il peut lancer contre les Russes. Maintenant, soyons réalistes et regardons ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Le premier objectif de l'Iran dans cette guerre, c'était de survivre. Ils ne se font pas d'illusions. Ils n'ont jamais eu la moindre illusion sur leur véritable puissance et leur influence. Ils savaient que le mieux qu'ils pouvaient faire, c'était de se défendre. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont prouvé qu'ils avaient survécu. Ils comprennent qu'ils ont gagné. C'était tout l'objet du protocole d'accord que Trump a signé, puis dont il s'est éloigné, sans surprise, parce qu'il disait en substance « D'accord, vous obtenez ce que vous voulez, vous avez gagné, nous allons nous y conformer, nous allons le tolérer, parce que c'est dans l'intérêt de l'économie mondiale. » Eh bien, ça a disparu. Il ne peut pas tolérer ça. Alors, quel est le deuxième objectif des Iraniens? Ils doivent finir le travail. Et qu'est-ce que cela veut dire pour eux? Cela veut dire qu'il faut chasser les États-Unis de la région. Comment font-ils ça? Ils détruisent toutes les bases, au point qu'elles ne puissent plus être réparées. Ils rendent parfaitement évident que toute tentative de revenir dans cette région et de s'y réimplanter sur le terrain est impossible. Nous ne menons pas la guerre que nous menions encore il y a seulement quelques semaines. Donald Trump mène une action d'arrière-garde pour tenter de préserver le peu qui reste de notre puissance et de notre domination militaire, politique et économique. Et il n'en reste plus tant que ça. Son attaque contre l'Iran a été un test décisif pour notre puissance militaire, pour notre force. Nous aurions pu l'éviter. Nous n'avions pas besoin de le faire. Ce n'était pas nécessaire. Mais Netanyahou et ses agents aux États-Unis l'ont exigé. Trump leur doit tout ce qu'ils veulent, alors il l'a fait. Ils sont de retour et ils vont lui dire que la seule façon de mettre fin à cette guerre,
c'est la destruction totale et absolue de l'Iran. Moi, je renverserai l'argument et j'avertirai tout le monde que s'il va effectivement jusqu'au bout, ce ne sera pas la fin de l'Iran. Cela nous achèvera dans le Golfe. C'est absolument certain. Mais ce sera la fin d'Israël. Et je pense qu'en privé, Netanyahou s'en inquiète, mais il ne sait pas quoi faire d'autre. Et la simple vérité est la même pour l'Ukraine. Soit nous leur donnons davantage pour les maintenir à flot encore 1 ou 2 mois, soit eux aussi cesseront d'exister. Et si nous leur donnons de quoi tenir encore 1 mois ou 2, dont la moitié sera volée et finira sur des comptes bancaires privés, eux aussi seront détruits. Comme on dit, les signes sont écrits sur le mur. L'Ukraine est détruite. Cette nation est finie. Et soit dit en passant, l'Iran est victorieux. Et un nouvel ordre va émerger au Moyen-Orient. Et je vous le dis, dans les prochains mois, il deviendra évident que ce nouvel ordre repose sur 4 États puissants. La Russie, la Chine, l'Iran et la Turquie. Je prédis que la Turquie va enfin entrer en jeu et montrer qu'elle fait partie de cet axe. Et ce sera la fin pour nous et la fin d'Israël dans la région. Eh bien, c'est tout à fait possible, et nous verrons comment les choses évoluent. Ce qui semble faire avancer cela, c'est que nous prenions bientôt ici des décisions insensées. Je veux souligner une chose. Gary vous montrait, je crois, il y a quelques minutes, ces images de la Maison-Blanche où se tient la réunion entre les 2 délégations. Je veux rappeler à tout le monde qu'avant le début de cette guerre, Benjamin Netanyahou est venu à Washington. Il disposait de renseignements selon lesquels il avait appris que le guide suprême, Ali Khamenei, se trouverait à un endroit précis, un jour précis, et que le président Trump devait agir à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il devait frapper. Or maintenant, avant l'arrivée de Benjamin Netanyahou, nous avons un autre renseignement secret, selon lequel l'Iran serait sur le point de lancer un nouveau programme d'armes nucléaires à Pickaxe Mountain. Et il va, en substance, suggérer au président Trump de frapper cet endroit. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que cela a parfaitement du sens. C'est totalement conforme à tout ce dont nous parlons depuis le début. C'est la dernière tentative désespérée pour maintenir la guerre. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur ou sous la montagne de Pickaxe. Je ne sais pas ce que disent les services de renseignement. Je ne pense pas que cela ait de l'importance. Je veux dire, nos services de renseignement ont indiqué, de façon assez constante ces dernières années, qu'il n'y avait aucune preuve que l'Iran développait une bombe nucléaire pour l'utiliser contre qui que ce soit. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, et c'est ce qui va se passer. Encore une fois, voilà le point. C'est ça. Trump a un vrai problème, parce que nous ne manquons pas seulement de missiles et de munitions guidées de précision, et ainsi de suite, qu'il s'agisse de Tomahawk, de JASSM ou de toutes sortes de ces armes sophistiquées. Nous en manquons. Nous allons finir par racler les fonds de tiroir. Et d'ailleurs, la situation pétrolière n'est pas bonne. Ce que croit Wall Street et la réalité sont 2 choses complètement distinctes. Le monde réel va nous tomber dessus très durement dans un avenir très proche. Et cela aura un impact sur le marché obligataire, dont nous avons déjà parlé. Gundlach, Grossman et toute une série d'autres personnes, dont Ray Dalio, l'ont tous souligné et ont dit, vous savez que l'Armageddon arrive. Nassim Taleb l'a dit avant tout le monde. Ça arrive. C'est inévitable maintenant, parce que Trump est en train de mener ce qu'il reste de nous à la ruine. Il le fait parce qu'il comprend qu'il mène un combat d'arrière-garde. Nous avons perdu en Iran, nous avons perdu en Ukraine. Et quand je dis nous, je parle des États-Unis, parce que nous avons engagé toute la foi, tout le crédit et toute la puissance des États-Unis derrière ces guerres très stupides et inutiles. Tous nos alliés sont en chute libre. Tout le monde fait faillite. Personne n'a d'argent. Il n'y aura pas de grande mobilisation de l'Europe contre la Russie.
Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La Chine, qui a énormément profité de notre stupidité, est la puissance montante dans le monde. De fait, c'est aujourd'hui la plus grande économie du monde en parité de pouvoir d'achat. Absolument, sans aucun doute. Alors détournons-nous de la Chine et regardons la Russie. La Russie est dans une situation formidable parce que les Russes ont préservé leurs ressources. Ils ont avancé avec prudence et méthode, même si je pense que ça est sur le point de changer. Et je suppose que nous allons en parler dans un instant. Mais il faut aussi regarder l'Iran. L'Iran était censé s'être effondré à plusieurs reprises. Sa population était censée mourir de faim, mourir tout court et implorer la clémence à plusieurs reprises. Les Iraniens ne veulent plus nous parler. Personne n'appelle Trump pour demander des négociations. C'est lui qui les réclame désespérément. Elles n'auront pas lieu. Pour Donald Trump, il n'y a qu'une seule issue en Iran. Plier bagages et nous éclipser dans la nuit, disparaître discrètement. Si nous ne le faisons pas, la situation va empirer pour nous. Le reste de l'infrastructure énergétique mondiale court à un risque très élevé. Une grande partie de celle située dans la région du Golfe sera détruite, et pas seulement pour 1 an ou 2, pas pour 3 ou 4 ans, mais pour une décennie ou davantage. Et quand nous partirons, ce qui se passera sera très évident. La seule puissance au monde qui ait la richesse, l'expertise et la puissance nécessaires pour venir là-bas, changer quoi que ce soit, remettre quoi que ce soit en ordre, reconstruire quoi que ce soit, c'est la Chine. Et les Turcs observent cela. Ils voient qui gagne et qui perd. Ce n'est qu'une question de temps. Ils veulent être dans l'équipe gagnante et ils la rejoindront. Et ce sera la fin de l'histoire. Et cette chose que nous appelons Israël, qui est un produit de l'accord Sykes-Picot, sera en déclin. On leur imposera un choix. Soit vous vivez dans le cadre régional plus large que nous définissons selon nos propres conditions, soit vous disparaissez. Oui, et bien sûr, avec leurs 200 armes nucléaires, je pense qu'ils peuvent soit tout réduire en cendres, soit rentrer dans le rang. Mais ce sera une situation très laide, et je pense que c'est vers cela que nous nous dirigeons. Je ne suis pas en désaccord avec votre analyse. Eh bien, un grand nombre d'Israéliens achètent autant de Chypre qu'ils le peuvent. Ils s'installent en Grèce, ils s'installent en Serbie, ils vont dans plusieurs endroits différents, en Argentine évidemment. Cela vous dit donc quelque chose sur la confiance qu'ont les Israéliens dans leur propre avenir. Oui, et on se demande si ça finira un jour par parvenir à Netanyahou à temps. Avant de poursuivre sur ce sujet, parce que je veux aussi aborder la partie Russie-Ukraine, car les deux sont directement liés. Nous vous avons montré cette rencontre avec Netanyahou qui était en cours. Mais j'aimerais aussi avoir votre avis sur un autre point. Quelle que soit l'issue de cette rencontre, et je pense qu'on a une assez bonne idée de la façon dont elle va se terminer, ce sera probablement mauvais pour nous. Mais ce qui m'irrite vraiment, en tant qu'Américain, c'est cette déclaration de Smotrich. Elle figurait ce matin sur military.com. Un ministre israélien affirme qu'une guerre entre les États-Unis et l'Iran est ce qu'il y a de mieux pour nous. Sans implication israélienne, le ministre des Finances Bezalel Smotrich a dit clairement ce que d'autres dirigeants israéliens ont exprimé avec plus de prudence. La guerre américaine actuelle sert au mieux les intérêts d'Israël lorsque les forces américaines se battent et qu'Israël reste en dehors de l'affrontement direct. Ça me rend complètement fou, Doug, parce qu'on vient justement de parler de la façon dont Israël a poussé le président Trump à se battre. Oubliez l'Amérique d'abord, passez à Israël uniquement et déclenchez cette guerre. Ensuite, il a permis à Israël de rester à l'écart et de laisser nos soldats payer le prix avec leur sang, de laisser notre population en payer le coût concret avec notre argent public ou par l'emprunt et tout le reste.
comment le président Trump peut-il laisser cela continuer? Les laisser rester sur la touche et ne permettre qu'à notre peuple de payer le prix d'une guerre dont nous n'avons pas besoin. Eh bien, vous vous souvenez que lorsque nous étions en Arabie Saoudite, en 1990 et 1991, le gouvernement saoudien, ses porte-paroles, ses élites dirigeantes, désignaient ouvertement l'armée américaine présente sur le sol saoudien comme leur armée d'esclaves blancs, achetés et équipés pour défendre l'Arabie. C'était la raison de leur présence. Et une fois leur mission accomplie, ils repartiraient parce que, bien sûr, l'Arabie est un territoire entièrement islamique. Aujourd'hui, vous entendez en réalité la même chose de la part des Israéliens. Et je pense qu'il vous dit la vérité. Vous savez, on a essayé de créer l'illusion selon laquelle ce que nous faisons et ce que font les Israéliens militairement dans la région seraient deux choses distinctes. L'un est dissocié de l'autre. Eh bien, si c'était vrai, il n'y aurait aucune raison à la réunion qui se tient en ce moment à Washington entre M. Netanyahou et le président Trump. Les gens ne sont pas stupides. Les gens de la région le savent. Et il est frappant de voir à quel point l'arrogance a atteint ce niveau. Je pense que c'est un niveau d'arrogance sioniste israélienne qu'on n'a peut-être vu que rarement, et certainement pas à cette échelle depuis 1945. Et il vous dit la vérité, et il s'attend à ce que cela arrive. Et le président Trump est obéissant, et étant donné qu'il est manifestement sous pression, il s'exécutera. J'ai envie de vous contredire, mais je ne peux pas. Je veux dire, quand on voit qu'au milieu de tout ça, ou du moins alors que le processus est encore en cours, la Chambre des représentants a déjà voté là-dessus en liant l'armée américaine à Israël. Apparemment, le Sénat va bientôt voter sur le NDA, et ça va aussi y rattacher le renseignement. Ça n'a tout simplement aucun sens du point de vue national. Et pourtant, ça continue, même avec toutes ces informations qui circulent. Si, en 1939, le Congrès des États-Unis avait voté une loi similaire, nous liant à la Grande-Bretagne, il y aurait eu une rébellion ouverte aux États-Unis. Les Américains seraient descendus dans la rue. Les Américains étaient farouchement opposés à la Seconde Guerre mondiale. Trop d'entre eux avaient été impliqués dans la Première Guerre mondiale. Avec le recul, ils ont décidé que ça avait été une perte de temps totale. Cela n'aurait jamais dû arriver. Nous avons combattu les mauvaises personnes au mauvais endroit pour les mauvaises raisons. Nous avons aidé les deux grandes puissances impériales à survivre. Nous avons contribué à instaurer le communisme en Russie. Les gens disaient, oubliez ça. Nous ne voulons rien avoir à faire avec ça. Imaginez aujourd'hui ce qui se passerait si les gens étaient de nouveau des Américains. Et je me pose cette question, où sont les Américains? Les Américains doivent se lever et dire, quoi? Nos renseignements, notre développement technique, notre technologie, toutes ces choses doivent désormais être partagées sans aucune réserve et de façon habituelle avec ce petit État d'Israël, qui n'est qu'une tête de pont pour la finance et le pouvoir sioniste internationaux. Qui a fait ça? En 1939, ceux qui défendaient ce genre de choses auraient été qualifiés de traîtres et auraient risqué la pendaison. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Tout le monde dort. Je n'entends rien. Oh, eh bien, ça n'a pas d'importance. Eh bien, les choses vont bientôt avoir de l'importance, tout comme le prix du pétrole a de l'importance. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Et j'aimerais que ce soit le seul problème de cette catégorie. Mais il y en a un autre. Zelensky rencontre lui aussi le président Trump aujourd'hui. Et il va encore lui demander davantage de soutien. Et rappelez-vous, le mois dernier seulement, le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré « Nous avons choisi un camp. Nous n'essayons même plus de faire semblant d'être un médiateur. Nous avons choisi un camp
et c'est l'Ukraine. Je ne sais pas pourquoi on voudrait choisir un camp aussi tard dans le processus, alors qu'il est très clair que le camp ukrainien a déjà perdu. La seule question, c'est l'ampleur de cette défaite. Mais bon, je ne sais pas. Nous verrons ce qui va se passer. Mais laissez-moi vous montrer ce que fait Zelensky, parce que au-delà de demander de l'aide au président Trump, il essaye aussi d'étendre la guerre. Si l'Iran, dès la première année de la guerre, a donné de nouvelles armes, de nouvelles technologies à la Russie, c'était des drones Shahed. Ils ont fourni des milliers de ces drones au cours de la première année de la guerre. Ensuite, ils ont accordé des licences. Qu'ont-ils fait? Est-ce qu'ils nous ont attaqués? Je pense que oui, donc ils l'ont déjà fait. Mais nous devons être honnêtes. Les Iraniens et les Nord-Coréens nous ont déjà attaqués. Et bien sûr, les Ukrainiens viennent d'attaquer un navire iranien. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que cela ne resterait pas sans réponse. On a donc l'impression qu'il essaie d'élargir physiquement le périmètre de la guerre pour, là encore, entraîner les États-Unis à la fois dans la guerre israélienne et dans cette guerre-ci. Comment voyez-vous cela? Quelle intention y voyez-vous? Eh bien, regardons cela du point de vue de Netanyahou et de Zelensky. Cela a parfaitement du sens. Netanyahou et Zelensky, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Et Zelensky dit en fait quelque chose que mon ami Marty Saif aime rappeler aux gens. Vous savez, Raymond Aron, le célèbre politologue français, disait « Les grandes puissances font ce qu'elles veulent, les petites puissances font ce qu'elles doivent. » Eh bien, parfois, les petites puissances font faire aux grandes puissances ce qu'elles veulent. Et en ce moment, Israël nous tient sous son contrôle et nous engage nos ressources, nos intérêts, nos forces armées, tout contre l'Iran. Et maintenant, Zelensky intervient et dit « Moi aussi, je veux engager toutes les ressources des États-Unis, leurs forces armées et les intérêts du peuple américain dans ma guerre contre la Russie, qui est en fait Oui, absolument, il veut étendre la guerre. Dans son esprit excessif, c'est sa dernière chance. Parce que la Russie écrase ce qu'il reste des Ukrainiens sur le champ de bataille. Elle se prépare à écraser ce qu'il reste de l'État ukrainien à l'ouest du Dniepr. On l'a déjà vu à Odessa. Odessa est de fait paralysée. Et les forces et officiers étrangers qui se sont retrouvés pris là-dedans ont été tués, même si personne à l'OTAN ne l'admettra. C'est une situation tragique. Donc le triumvirat actuel, Zelensky, Netanyahou et Trump, se réunit pour essayer de comprendre comment sauver une défaite stratégique et la transformer en victoire. Et la seule façon pour eux d'y parvenir, c'est que nous les rejoignions. Le problème, c'est que le président Trump sait qu'il n'a ni les moyens, ni les ressources pour le faire. Nous nous sommes déjà épuisés. Nos problèmes intérieurs sont bien plus graves et notre situation financière et économique n'est pas solide. Toutes ces absurdités sur le fait que nos fondamentaux seraient excellents, que nous sommes productifs, que nous faisons mieux que jamais, que nous sommes meilleurs que jamais, tout cela, ce n'est que de la fanfaronnade et des absurdités. Et il va continuer comme ça jusqu'à ce qu'il ne le puisse plus. La question est la suivante. Peut-il tenir tête à ces deux-là et dire non? Moi je dis qu'il ne le peut pas. Il ne le fera pas, parce qu'il est sous pression. Parce que la même cabale de milliardaires, les mêmes personnes qui soutiennent la guerre contre l'Iran, soutiennent aussi la guerre avec la Russie. La haine de la Russie au sein de la cabale contre l'Iran est presque aussi forte que la haine que Netanyahou voue à l'Iran. Presque aussi forte. Nous n'avons aucun intérêt dans tout ça, Nous ne détestons aucun de ces peuples. Nous n'avons aucune raison de le faire. Mais c'est là où en est notre gouvernement. Et il est très important que vous mentionniez ce que vous avez dit sur le Congrès.
Qui s'est levé pour exprimer la moindre opposition à cette folie? Qui? Massey, Ro Khanna, Marjorie Taylor Greene, qui est maintenant dehors, Massey, qui le sera bientôt. Qu'est-ce que ça nous dit sur Washington, D.C.? C'est une planète à part entière. Vous savez, le reste de la planète tourne autour de Washington et se fait dicter sa conduite par Washington, sans aucun égard pour les intérêts des gens qui vivent sur cette foutue planète. Nous. Oui, et c'est justement l'une des choses qui, comme je l'ai souligné il y a une seconde, m'agace énormément. Dans cette situation aussi, parce que nos actes ont des conséquences. C'est une chose si ça nous met simplement en colère et qu'on se demande pourquoi donnez-vous la priorité aux intérêts d'un autre pays. Mais un message est aussi envoyé à Moscou. Et d'ailleurs, je ne sais pas si certains parmi notre public l'ont entendu, mais il dispose de quelques armes nucléaires, le plus grand arsenal de la planète, et nous semblons l'ignorer. Mais le président Poutine, lui, n'ignore pas ce que nous disons. Et il a fait cette déclaration. Il a fait plusieurs déclarations ces derniers jours qui, à mon avis, ont reçu beaucoup trop peu d'attention en Occident et certainement pas dans les médias grand public. Mais je voulais avoir votre avis sur quelques points. D'abord, nous allons voir ce qu'il dit de l'avenir de l'Ukraine à la lumière de tout cela, parce que selon lui, ça ne va pas se terminer comme c'est le cas aujourd'hui. Entre autres choses, il y a la partie occidentale de l'Ukraine. Un cadeau de Joseph Vissarionovitch Staline à l'Ukraine après la guerre. Staline a donné ses terres à l'Ukraine, mais il les a données dans le cadre d'un État unique. Apparemment, il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'une situation comme celle d'aujourd'hui puisse survenir. D'ailleurs, je suis certain que tôt ou tard, l'Ukraine perdra ses terres occidentales, ainsi que celles qui appartenaient à la Pologne, à la Hongrie et à la Roumanie. Pas demain, peut-être pas après-demain, dans 1 an, 2 ans, 10 ou 15 ans. Mais historiquement, tout finira par rentrer dans l'ordre. Il n'y avait qu'un seul garant de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'était la Russie. Mais ils ont jugé nécessaire, possible et bon pour eux de déclarer la Russie leur ennemi. Et déclarer que les Russes en Ukraine constituent une nation non titulaire, ce qui est totalement absurde et absolument ridicule. Je veux dire, c'est littéralement ce que vous venez de dire. Nous faisons de la Russie un ennemi alors que nous n'avons pas besoin d'en faire un ennemi. Mais je veux revenir au début de ce qu'il a dit, parce que 2 de ces affirmations vont sans doute paraître complètement folles aux oreilles occidentales. On se dit, ça n'arrivera jamais. Il a dit que les terres polonaises, en jaune, tout à gauche ici, ainsi que la Roumanie et la Hongrie, dans la zone marron, là, tout à gauche. La partie roumaine, ces 2 zones bleues, sont historiquement roumaines et comptent beaucoup de Roumains d'origine. Il dit qu'à terme, ces territoires pourraient finir sous contrôle polonais, hongrois et roumain. Pas seulement la zone rouge à droite, où vivent les Russes d'origine, qui correspond essentiellement à la Novorossia, qui finirait sous contrôle russe. Est-ce qu'il raconte n'importe quoi, ou y a-t-il un fond de vérité là-dedans? Je ne vous entends pas, Doug. Voilà. Je vous ai maintenant. Oui, d'accord. Non, il n'y a rien de délirant là-dedans. Il invoque quelque chose que nous, aux États-Unis, rejetons catégoriquement d'emblée, la vérité historique. Et si l'on remonte non seulement à la Seconde Guerre mondiale, mais aux 500 dernières années, il décrit une réalité. Toutes ces frontières ont bougé dans un sens puis dans l'autre, et ont changé au fil du temps, laissant divers groupes de population d'un côté ou de l'autre de la frontière. Et ce qu'il avance, c'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Staline a préparé l'Europe à de futures guerres. Il a retiré toutes ses terres aux Allemands, les a données aux Polonais, ainsi qu'une petite partie appelée la Prusse orientale, à la Russie. Et puis vous savez,
Les autres territoires qu'il a évoqués se sont retrouvés à l'intérieur de cette nouvelle entité appelée l'Ukraine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu d'Ukrainiens. Il y a toujours eu une région connue sous le nom d'Ukraina, l'Ukraine. Ils ont toujours été un peu différents, notamment par leur langue. Et plus on va vers l'ouest, plus ils deviennent différents génétiquement. Mais l'essentiel, c'est que tout ce qu'il a dit est exact. Et la seule façon de régler réellement cette guerre d'une manière qui ait du sens, c'est de faire intervenir les pays qui bordent l'Ukraine et la Russie. Autrement dit, on s'assoit à la table et les Russes sont à la table. Et nous pourrions accueillir cela si nous étions ne serait-ce qu'un minimum objectif. Mais ce n'est pas le cas. En revanche, les Allemands pourraient probablement le faire s'ils se débarrassaient de Merz et mettaient en place un véritable gouvernement allemand. Ensuite, il y a la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et surtout la Lituanie, qui est frontalière de l'Ukraine, de la Biélorussie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Hongrie et de la Roumanie. Tous ces États devraient adhérer à toute solution que nous élaborerions. Et ce qu'il suggère, c'est qu'il s'agit de régions historiques que les gens qui y vivent aimeraient récupérer. Vous savez, ces régions ont été hongroises pendant des siècles. Les autres régions ont fait partie de la Pologne pendant des siècles, dans un endroit appelé la Galicie. Et les gens qui vivaient à la périphérie de tout cela étaient appelés les Rutènes. Ce sont les Hadjéniens de l'Ouest. Et puis bien sûr, il y a les Roumains. Mais le fait est qu'il a raison. Malheureusement, il s'adresse au mauvais public. En Occident, les gens en France, à Paris, à Londres, à Berlin, moins à Berlin, mais certainement à Paris, Londres et Washington, ne savent rien de tout ça. Ils n'en savaient déjà rien à Versailles, en 1919. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Versailles a produit ces solutions bâtardes. Une solution absurde comme la Tchécoslovaquie. Deux groupes de gens qui se détestent et qui n'ont jamais voulu vivre dans le même pays. Mais on a fait en sorte que ça arrive. Vous savez, nous avons fait ça à la Yougoslavie. Nous avons forcé des groupes de personnes à vivre dans un seul pays et un seul État où ils n'ont jamais voulu être. Ces choses-là étaient toujours vouées à se disloquer. Elles allaient s'effondrer dès lors que les forces extérieures qui les avaient créées ne seraient plus présentes. Nous en avons fini avec l'Iran. Nous devrions finir ce que nous avons à faire et quitter l'Europe. Ces questions ne nous concernent pas. Elles n'ont aucun sens pour nous. Et cette petite minorité qui aujourd'hui contrôle la défense et la politique étrangère américaine, ainsi que, je dirais, l'avenir financier de notre pays, mais aussi les médias et bien d'autres aspects de notre société, y compris ce que nos enfants étudient à l'école. Tout cela doit prendre fin. Nous devons redevenir des Américains. Ce n'est pas seulement une question d'America First, c'est une question de priorité. Et nos priorités sont ici, chez nous. Elles l'ont toujours été. Et les Américains, si vous regardez les sondages sur de très nombreuses années, n'ont jamais voulu faire la guerre à qui que ce soit. C'était vrai avant la Première Guerre mondiale. C'était vrai avant la Seconde Guerre mondiale. C'était vrai avant et pendant la guerre de Corée. Et c'était certainement vrai après le Vietnam. Et nous n'avons pas retenu la leçon. Au lieu de cela, nous avons trouvé des moyens de contourner le problème. Nous avons abandonné les talons or pour pouvoir imprimer autant d'argent que nous le voulions et financer tout ce que nous voulions faire d'une manière que nous pensions pouvoir dissimuler au peuple américain puisqu'il n'y avait pas d'impôt de guerre. Autrement dit, vous le soulignez, nos actes n'ont eu aucune conséquence. Et nous l'avons aussi fait pour pouvoir déployer ce qu'ils appellent une force de volontaires. Et si vous écoutez ce qu'a dit Smotrich, puisque certaines figures politiques aux États-Unis disent régulièrement à propos des Américains sous l'uniforme, c'est bien, ils se sont engagés volontairement. C'est leur problème. Vous savez, désolé, vous vous êtes engagés. C'est comme ça.
Autrement dit, qui prend les risques? C'est la question que Nassim Taleb aime toujours poser. Qui prend les risques? Vous, moi, mais pas eux. Et qui sont eux? Les gens qui mènent ces guerres en Ukraine comme en Iran. Ce sont eux qui contrôlent Donald Trump et notre Congrès. These are people controlling Donald Trump and our Congress. Yeah, that was. I actually did a show on Sunday with. Oui, en fait, dimanche, j'ai fait une émission avec Sid Rosenberg, un animateur conservateur de radio, qui est passé sur Fox News. Et il a avancé exactement cet argument. Il a dit, oui, je pense que le président Trump doit intervenir au sol en Iran, avec des troupes sur le terrain. C'est pour ça que ces gars se sont engagés. On n'a pas de conscription. Ils se sont engagés pour ça, etc. Ça m'a vraiment rendu fou. Désolé, c'est un peu une parenthèse. Well, we need to ask the question, who is Sid? Eh bien, il faut poser la question, qui est Sid Rosenberg? Pourquoi Sid Rosenberg défend-il ses positions? À qui est-il lié? Sid Rosenberg fait partie d'une cabale plus vaste. Vous savez, imaginez cette cabale comme une pieuvre, avec des tentacules qui s'étendent vers toutes sortes de personnes dans tous les domaines de la vie américaine. La finance, les affaires, Hollywood, les médias, ou n'importe lequel de ces autres milieux. Et ils rendent compte et réagissent aux mêmes stimuli que Donald Trump et le Congrès. Je ne connais pas Sid Rosenberg, je ne le reconnaîtrais pas si je tombais sur lui, je suis sûr que c'est un type bien. Mais la question qu'il faut poser, c'est comment en êtes-vous arrivé à la conclusion que la richesse, la puissance et l'influence des États-Unis devraient être mises en danger dans une guerre contre l'Iran et la nation iranienne? Qui a pris cette décision? Comment en est-on arrivé là? Pourquoi soutenez-vous cela? Je pense que ça pourrait mal tourner, parce que je ne pense pas que le peuple américain, s'il était appelé à voter sur quoi que ce soit de tout cela, soutiendrait quoi que ce soit de tout cela. People, if they were asked to vote on any of this, would support any of it. I'm very confident of that. J'en suis tout à fait convaincu. Et malheureusement, cette même base de pouvoir dont vous parlez ici semble déterminée à essayer de nous entraîner dans une guerre avec la Russie, quoi qu'il arrive, que nous le voulions ou non. Or, on ne peut pousser la Russie que jusqu'à un certain point. Et je pense que finalement, nous allons obtenir ce que nous cherchons. Dans son discours ce week-end, ou peut-être même hier, je crois que c'était ce week-end ou hier, le président Poutine a abordé un point dont vous et moi avons souvent parlé au cours de l'année écoulée environ. Pourquoi la Russie n'est pas allée plus loin? Et pourquoi il n'avait pas pris davantage de risques sur le plan militaire pour mettre fin à cette guerre? Et il a en fait répondu à cette question pour la première fois que je l'ai jamais vu faire avec un tel niveau de détail. Il a dit « J'ai donné la priorité, ou nous avons donné la priorité, à la stabilité de notre pays. Nous avons résisté à toutes ces sanctions. Nous avons résisté à tout ce que tous les pays de l'OTAN ont fait. Et nous sommes devenus la 4e puissance mondiale et la première en Europe en parité de pouvoir d'achat, la PPA, et ainsi de suite. Et il a dit « Nous sommes au sommet dans ces eaux-là. Cependant, il est peut-être temps de faire quelque chose de différent. Et il est peut-être temps de prendre des risques, comme il l'a dit ici. » Je vais vous révéler un secret. Mon collègue ne m'en voudra pas si je dis que pendant la cérémonie de remise des prix, l'un des lauréats m'a chuchoté « Nous allons gagner. Nous devons être plus audacieux. » Je le veux, espèce. Mais une question se pose. En quoi serait-elle plus audacieuse? Et ici, comme dans l'économie, il y a des risques. Le prix à payer, ce sont des pertes sur le champ de bataille, de notre côté. Nous agirons donc nous aussi avec prudence, mais avec persévérance et constance, afin d'atteindre les objectifs fixés pour le pays. Et nous les atteindrons.
Eh bien, je pense qu'il arrive à la conclusion, Doug, et j'aimerais avoir votre analyse là-dessus, qu'il y a aussi des risques à ne pas faire ces choses, à ne pas se montrer plus audacieux. C'est apparemment ce que réclament nombre de militaires, y compris des hauts gradés du Kremlin. Et puis, on a vu cette information dans l'actualité il y a quelques jours. Et cela ne vient pas seulement du côté ukrainien. Le Kyiv Post rapportait que Zelensky en parlait. Mais cela vient aussi des médias russes. Poutine aurait laissé entendre qu'il pourrait mobiliser un demi-million de personnes supplémentaires dès septembre. On a donc l'impression que la Russie envisage peut-être sérieusement de faire enfin sur le champ de bataille certaines des choses dont vous parlez. Comment voyez-vous cela? Le président Poutine comprend avec une grande clarté quelque chose que je pense le président Trump ni aucun de ses prédécesseurs, probablement au cours des 30 dernières années, n'ont pleinement saisi. Sa mission se décline en 3 volets. Premièrement, il doit protéger les États-Unis. Deuxièmement, il doit abriter la population. Autrement dit, nous fournir le type de toit au-dessus de nos têtes que nous méritons et dont nous avons besoin en tant qu'êtres humains. Et troisièmement, il doit nous nourrir. On pourrait élargir cela en parlant de la garantie de notre prospérité, de notre niveau de vie. Donc, abriter, protéger, nourrir. C'est de cela que parlait le président Poutine. Et les gens se sont demandé à maintes reprises pourquoi n'a-t-il pas agi de manière plus décisive. Eh bien, quand il a commencé, je ne pense pas qu'il ait pleinement compris la menace qui se présentait à lui. Je pense qu'il savait que l'Occident allait pousser l'OTAN et qu'il essayait de s'y préparer. Mais je ne pense pas qu'il ait mesuré la véritable duplicité et la haine que les dirigeants de l'Occident ressentaient envers la Russie. Et je ne dis pas que ce sont les opinions de tous les Européens. Je dis que ce sont celles des gens qui sont aux commandes, les mondialistes. Appelez-les comme vous voulez, il y a différents noms, et il a dû faire le point sur ce qu'il pensait. Au bout d'environ 2 ou 3 mois, il a dit « Vous savez, je me suis trompé. Je suis entré là-dedans très légèrement. Je pensais qu'on pourrait minimiser les combats. Je ne voulais pas tuer énormément d'Ukrainiens si je pouvais l'éviter. Je les considère comme des frères slaves orthodoxes. Et j'ai fait une erreur. » Et finalement, il s'est assis avec ses principaux généraux et ils lui ont dit la vérité. Ça ne marchera pas. Vous allez devoir reculer, tout réexaminer. Il nous faut un nouveau plan pour avancer. Ce nouveau plan devient alors une défense stratégique. Nous en avons déjà parlé. Le retrait de Kherson, de l'autre côté du Dniepr, et la mise en place d'une défense stratégique avec une défense en profondeur et une ligne qui crée alors ce complexe ISR de frappe. Cela devient le broyeur qui, au bout du compte, tue plus d'1 million d'Ukrainiens. Il l'a fait. Il a renforcé les forces armées. Il s'est aussi penché sur la base industrielle et il a compris qu'une grande partie devait être remise en activité pour développer la puissance matérielle des forces armées russes. Il l'a fait. Autrement dit, il a réaffecté des ressources, mais d'une manière conçue pour préserver le niveau de vie en Russie, pour garantir que le peuple russe soit nourri. Autrement dit, pour qu'il conserve un niveau de vie acceptable et que les Russes soient logés et protégés. C'est très important. Et il est désormais arrivé à un point où il comprend qu'il dispose du pouvoir et de la force nécessaires pour mener une guerre à grande échelle contre l'Ukraine. Parce que jusqu'à présent, la guerre contre l'Ukraine était une opération militaire spéciale. Je pense que c'est une autre raison pour laquelle Zelensky participe à la réunion avec Netanyahou et Trump. Car, tout comme l'Iran s'est révélé bien plus fort et plus résilient, capable de se rétablir beaucoup plus vite que tout le monde ne le pensait, il en va de même pour la Russie. La Russie est désormais une grande puissance mondiale, comme Poutine l'a souligné dans son discours. Et cette grande puissance va gagner. Il a dit au peuple russe,
Nous allons maintenant intensifier la guerre. Nous allons attaquer. Nous allons gagner. Et je pense que vous allez voir que cela a déjà commencé à Odessa. Je pense que vous allez le voir à Kharkov. Et je pense qu'elle avancera ensuite jusqu'au fleuve, et peut-être au-delà, selon les circonstances. Voilà donc la réponse de Poutine. Nous avons déjà parlé de la réponse iranienne. Pas de négociation. Nous avons gagné. Nous sommes aux commandes. Nous ne serons pas délogés. Et nous ferons en sorte qu'il vous soit impossible, à vous les Américains, de revenir dans la région. La question est donc, que faisons-nous? Allons-nous nous laisser convaincre de rejoindre la guerre aux côtés de l'Ukraine? Pas seulement expédier des missiles et du matériel. Allons-nous constituer une quelconque et ridicule coalition de volontaires, évoquée il y a plusieurs années, qui n'a pas la moindre chance de l'emporter face aux forces russes qui existent aujourd'hui? Et je pense que ce que Poutine dit aussi, c'est que si vous choisissez de faire cela, nous serons prêts. Et si vous nous provoquez, nous vous livrerons la guerre que vous dites vouloir. Que Dieu vous vienne en aide. J'espère donc que le président Trump parviendra à se sortir de cette situation. J'espère que quelqu'un lui dira la vérité sur l'état réel de la guerre, tant au Moyen-Orient qu'en Ukraine. Mais rien ne le garantit. Et nous ne savons toujours pas précisément pourquoi le président Trump est sous pression et se sent obligé d'obéir au diktat de ces gens qui soutiennent non seulement Netanyahou, mais aussi Zelensky. Et Doug, disons que les tendances que vous avez relevées dans ces deux guerres se poursuivent. Que Netanyahou convainque Trump de frapper, que ce soit l'île de Karg ou toute autre cible, ou simplement de retourner en Iran et de tenter à nouveau l'impossible. Et que, enfin, même si nous n'intervenons pas au sol en Ukraine, nous continuions à soutenir ce pays jusqu'à ce que la Russie finisse par avancer. Qu'est-ce que cela ferait aux États-Unis si nous ne reconnaissions pas ces réalités maintenant de notre propre chef, mais que nous nous retrouvions entraînés plus profondément dans ces deux guerres? Est-il possible que nous subissions une défaite militaire réelle? Pas seulement une humiliation, comme en Afghanistan ou au Vietnam, mais que nous perdions vraiment un conflit quelque part. Eh bien, gardez à l'esprit que les administrations Biden et Trump ont toutes deux mené les mêmes conflits. Ces conflits sont les suivants. Soutenir Israël et ses partisans dans une guerre d'extermination impitoyable contre les ennemis d'Israël au Moyen-Orient. Et il ne s'agit pas seulement de l'Iran. Il s'agit de tous ceux qui bordent l'Israël ou qui se trouvent près d'Israël et qui menacent Israël. Ensuite, il y a la guerre visant à épuiser la puissance militaire et économique russe en Ukraine. Et enfin, il y a la guerre non déclarée mais bien réelle, visant à freiner la croissance spectaculaire de l'influence stratégique, économique et internationale de la Chine. Mais il est désormais dans une nouvelle situation. Ce ne sont plus des guerres sur lesquelles il exerce beaucoup de contrôle. Les guerres de Trump en Ukraine et au Moyen-Orient sont maintenant des actions d'arrière-garde, conçues pour préserver autant que possible l'autorité politique, financière et militaire américaine sur le monde. Et la raison est simple. Les moyens financiers, économiques et militaires de l'Amérique sont presque épuisés. Et c'est toute la tragédie de cette situation. Nous avons gaspillé une richesse immense, une puissance immense, une crédibilité et un prestige immense dans ces entreprises vouées à l'échec. La décision intelligente, il y a longtemps, aurait été de limiter les pertes, de réduire notre investissement et de partir. On pourrait penser que, en tant qu'homme d'affaires, il comprendrait cela. Mais ce n'est pas le cas, et je ne pense pas qu'il le comprendra. Donc je pense que les choses vont empirer considérablement. Et oui, nous allons être humiliés. Et lorsque nous partirons enfin, l'ampleur de notre défaite sera considérable. Et le reste du monde, qui comprend très clairement ce que je viens de dire, ne s'y trompera pas.
Oui, et je pense que le peuple américain ne passera pas non plus à côté. Et puis, il y aura des comptes à régler pour toutes ces élites qui ont soutenu tout ça. Il faudra attendre de voir comment cela va se dérouler. Mais si l'histoire nous sert de guide, ça ne sera pas joli. Cela aurait pu être évité, mais je pense qu'on en est probablement là. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui et de nous avoir exposé les choses aussi clairement. Et je rappelle à tout le monde, rendez-vous sur mgregorwarrior.substack.com. Vous y trouverez toutes sortes de choses comme ce que vous voyez à l'écran. Pourquoi l'armée américaine est-elle en train de s'effondrer? Il y a beaucoup de contenu, beaucoup de bonnes choses. Le Substack Warrior de Doug McGregor. Merci beaucoup d'être venu, Doug. Nous vous apprécions toujours. Thanks a lot for coming on, Doug. We always appreciate you. Thank you, Dan. And we will be back with you guys in just about. Et nous serons de retour avec vous dans une dizaine de minutes, un peu moins, avec Robert Barnes. Il va nous rejoindre à nouveau et il a toujours des informations sur ce qui se passe au sein de l'administration. Nous avons entendu Doug sur ce qui se passe à l'extérieur. Nous allons maintenant découvrir ce qui pourrait se passer à l'intérieur. Et s'il y a un espoir en interne que certaines des portes de sortie dont Doug parlait puissent être empruntées. Nous le saurons dans une dizaine de minutes avec Robert Barnes. À tout de suite dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, je n'essaie pas de vous convaincre d'acheter de l'or, ni de vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton j'aime et partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez. Hit that like button and share this with somebody you love.